Nous voilà rendus au dernier cours de la session, donc le cours numéro 13 sur l'avenir de la famille. Donc un cours un peu plus, où on reprend un peu plus de perspective, on revient un peu plus dans le général pour essayer de s'interroger sur l'avenir de cette forme sociale fondamentale qui est la famille. Donc on reviendra tout d'abord sur les relations entre la société et la famille, voir ce lien, et puis essayer de comprendre comment justement l'approche sociologique de la famille vise à voir, à comprendre les mutations sociales et en quoi ces transformations de la société se traduisent par des transformations de la famille, conçue comme la cellule de base de la société. On verra aussi quelles sont les responsabilités de la société à l'égard de la famille et finalement de son avenir, puisque si la famille change au gré des changements sociaux, eh bien la société a un impact et une responsabilité. Et on se questionnera sur la politique familiale. La politique familiale, c'est justement cette manière d'agir que l'État développe à l'égard de la famille. Et on verra donc quel est le rôle de l'État, quel est le rôle du marché et du travail, et quel est le rôle des organismes communautaires, justement, pour agir et intervenir au sein de la famille pour la préserver, la reconfigurer ou la penser dans un avenir, euh, un avenir immédiat. Donc dans ce tableau ici, j'entends résumer des grandes étapes qu'on a vues tout au long de la session qui permettaient de faire le lien entre les mutations sociales et les transformations de la famille, et spécifiquement au Québec. Donc, on va les prendre une à une rapidement, mais pour vous les remémorer, donc une grande mutation sociale a été l'urbanisation et l'industrialisation du Québec à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, qui a amené au niveau de la famille à une dissociation entre le lieu de vie et le lieu de travail. Jadis, les membres de la famille travaillaient dans l'unité de vie de la famille qui était la ferme, et donc à la campagne. À partir du moment où les gens quittent la campagne, le phénomène d'exode rural pour gagner les villes et travailler dans les usines, eh bien, il y a une dissociation entre le lieu de vie, la maison, l'appartement, le condo, et le lieu de travail. Donc là, ça c'est déjà un élément fondamental puisque la famille n'est plus l'unité de base de la production pour survivre. Il y a une dissociation entre les deux. Deuxième élément, le développement technologique qui va s'opérer surtout au courant du XXe siècle, deuxième moitié du XXe siècle, qui va permettre au niveau de la famille un contrôle de la reproduction, à la fois la pilule et les mécanismes de procréation assistée qui vont venir par la suite. La technologie va permettre à l'humain de contrôler ce qu'elle n'avait jamais réussi à contrôler au cours de l'histoire, c'est-à-dire sa reproduction. Troisième élément, l'émancipation des femmes, hein, c'est la lutte majeure de tout le XXe siècle. Ce que ça va avoir comme impact au niveau de la famille, ça va faire reculer la prédominance du patriarcat dans l'organisation du pouvoir au sein de la cellule familiale. Et ça se traduit dans des nouvelles lois justement à l'égard de la famille ou des responsabilités des différents membres de la famille à l'égard des autres. Quatrième élément, la sécularisation, c'est-à-dire le recul de la religion dans la société, de l'influence de la religion dans la société. Ça va se traduire par un déclin de l'institution du mariage et de tout ce qui va avec en termes de rigueur morale et de contrainte d'une personne sur l'autre et de légitimation du patriarcat d'une certaine manière. L'autre élément important, c'est la montée de l'individualisme qui va se traduire au niveau de la famille par un rejet de toute forme de contrainte et le recours à une forme d'éducation négociée ou de mise à égalité des différents membres de la famille au nom de l'expression d'une certaine liberté. Ça amène aussi à la remise en question justement des modèles familiaux traditionnels, à une critique du mariage et à l'émergence de familles de plus en plus recomposées. Dernier élément à tenir en importance dans l'évolution sociale, c'est le déclin démographique qu'on voit au Québec et qu'on voit en fait dans toutes les sociétés occidentales riches et hyper développées, qui amène un besoin d'immigration et donc un défi d'intégration de ces nouvelles communautés migrantes dans la société d'accueil pour pouvoir justement remplacer les générations d'enfants qui ne sont pas nés à cause du déclin démographique. Donc c'est une nécessité économique, mais ça amène justement
des gens qui ont été socialisés ailleurs dans une autre culture et donc avec un autre rapport à la cellule familiale. Et donc ça amène aussi des défis de repenser la famille dans une dimension interculturelle dans nos sociétés d'immigration. Donc tous ces éléments-là, on voit les transformations sociales fondamentales au Québec depuis le 19e siècle qui se traduisent nécessairement par des transformations de la cellule familiale. Alors, quelles sont les responsabilités de la société à l'égard de la famille? En fait, on peut se poser la question parce que le fil de cette évolution-là, ce qu'on a vu, l'histoire rapide qu'on a tracée précédemment avec le schéma, nous montre que finalement nos sociétés évoluent et peut-être changent leur élément fondamental, leur élément de base, hein. Jusqu'à présent, la famille en tant que, ou le clan, en tout cas l'unité de base de reproduction, mais aussi de production des moyens de subsistance, c'est ce qui servait de fondement à l'ensemble social, hein. C'était, si on veut, l'élément le plus fondamental de la société. Aujourd'hui, avec justement le développement de la modernité, la croissance économique, la satisfaction des besoins par tout l'appareil de production et l'essor de cette aspiration à la liberté individuelle amène cette montée de l'individualisme et on aurait tendance à considérer aujourd'hui que c'est plutôt la famille, l'élément de base de la société moderne ou postmoderne, c'est plutôt l'individu. Et en ce sens-là, cette reconnaissance de l'individu comme élément fondamental fait éclater la famille comme élément de base. Donc la famille devient accessoire, supplémentaire, superflu, un choix d'une certaine manière. Le choix d'une liberté, l'élément de base devient l'individu, ce qui n'avait jamais vraiment été mis de l'avant tout au long de l'histoire de l'humanité. Donc il y a une réflexion à avoir autour de ça sur l'utilité encore du concept de famille pour penser nos sociétés, et en tout cas avoir une réflexion là-dessus. Alors ça se voit si on se pose la question, c'est quelles sont les valeurs fondamentales de la société québécoise contemporaine ou actuelle, et avons-nous encore besoin de la famille pour transmettre ces valeurs-là? C'est les interrogations qu'on doit se poser quand on réfléchit justement au rôle de la famille et à la responsabilité de la société à l'égard de ce noyau fondamental. Car si la société considère qu'on n'a plus besoin de la famille pour transmettre des valeurs fondamentales, parce que ces valeurs sont plutôt centrées sur l'individualisme et l'individu, la liberté individuelle, alors la famille est de moins en moins pertinente. Alors quand on parle de responsabilité de la société à l'égard de la famille, il faut se demander comment justement la société peut intervenir concrètement pour assister, nourrir, en tout cas encadrer le développement de la famille. Et en fait, elle le fait, la société agit à travers son appareil de gouvernement, l'État, dans le fond, qu'elle met en place, et qui, c'est une institution fondamentale justement pour organiser, régir la société, et l'État intervient en développant des politiques. Donc la manière dont la société intervient à l'égard de la famille, c'est à travers sa politique familiale, ce qu'elle met en œuvre, ce que l'État met en œuvre pour justement subvenir aux besoins de la famille. Donc si on avait été en classe, je vous aurais montré un petit extrait là d'une conférence donnée par Pauline Marois, euh, la première femme à avoir été première ministre du Québec, et qui a mis en place en fait la politique familiale au Québec, et notamment les garderies, tous ces éléments-là. Et donc il y a eu un colloque qui a été organisé il y a 2 ans à l'INRS pour justement faire le bilan de cette politique familiale, et elle venait parler et elle expliquait comment elle, en tant que alors, elle n'était pas première ministre, mais elle a été ministre de la Famille, ministre de l'Économie. Elle a occupé toutes sortes de postes de ministre, Pauline Marois. Mais elle explique comment, puisqu'elle est à l'origine de tout ça, de cette politique familiale très interventionniste au Québec, elle explique un peu les fondements. Donc, je vous aurais demandé de l'écouter en suivant ces consignes-là. Mais on va faire un raccourci puisqu'on ne peut pas le visionner en classe. Alors, ce qu'expliquait Pauline Marois dans sa conférence, bon, que vous n'avez pas pu voir, en tout cas, si vous êtes curieux, vous pourrez toujours la retrouver sur YouTube assez facilement. Elle expliquait donc les fondements de la politique familiale au Québec, et justement
en identifiant quels étaient ses objectifs, les mesures qui avaient été mises en place pour justement atteindre ces objectifs et les rôles qui étaient dévolus aux différents acteurs de la société pour justement mettre en œuvre cette politique familiale. Donc, au niveau des objectifs, la politique familiale avait visait trois objectifs majeurs. Le premier, c'était d'assurer l'équité par un soutien financier universel aux familles et un soutien spécifique accru aux familles à faible revenu. Donc l'objectif, c'était de donner à chacun un certain appui financier pour pouvoir justement que chaque famille remplisse ses obligations à l'égard des enfants notamment. Le deuxième élément de cette politique était de faciliter la conciliation travail-famille en permettant notamment aux femmes d'intégrer le marché du travail. Et le troisième élément, c'est de favoriser le développement global de l'enfant et l'égalité des chances, notamment par l'accès le plus tôt possible et de manière plus encadrée possible au système d'éducation. Et ça a été la mise en place justement des garderies, des services de garde éducatifs, comme on les appelle, les centres de la petite enfance. Donc les mesures qui ont été mises en place pour atteindre ces objectifs-là, la première, ça a été une réforme du soutien financier au service de l'enfant. Donc l'idée, c'était pas tant de donner de l'argent aux parents que de développer des services pour permettre de donner des services essentiels à tous les enfants et que ces services-là soient financés par le gouvernement. Le deuxième, c'est la mise en place d'un régime d'assurance parentale qui permettait justement de financer les congés dans le fond, de permettre aux parents de s'occuper plus longtemps de leurs enfants, notamment après la naissance. Et troisième élément majeur, le développement des services de garde éducatifs, donc les centres à la petite enfance, qui visaient justement à garder les enfants, mais aussi les éduquer, donc euh, à un coût moindre. Donc au départ, c'était les garderies à 5 $, ça a changé au fil des gouvernements, mais cette idée-là de garderie à 5 $, c'est-à-dire que ça coûtait bien plus que 5 $ de garder un enfant, mais le reste était financé par l'État pour permettre à chacun de pouvoir envoyer ses enfants à la garderie et donc de pouvoir aller travailler en étant assuré que ses enfants en garderie en CPE pourraient avoir accès à une forme encadrée par le gouvernement d'éducation. Donc, on voit que les rôles qui sont identifiés dans cette politique familiale québécoise, et qui est un fleuron, d'ailleurs les CPE, ce système-là, c'est une originalité québécoise au Canada, on est la seule province à avoir ça. Donc l'idée, c'était de reconnaître aux parents la responsabilité première de subvenir aux besoins de leurs enfants, c'est-à-dire que c'est eux qui font ça, le gouvernement ne se substitue pas aux parents et donc à la famille, mais elle donne à l'État un rôle de soutien justement en donnant les services essentiels qui permettent le bon développement des enfants et dans l'harmonie familiale en favorisant le travail, la possibilité aux parents et notamment aux mères d'aller travailler. Donc l'idée, c'était pas un système totalement privé ni un système totalement public, mais tout à la collectivité et aux parents avec le soutien de l'État. Donc c'est les parents qui s'impliquent. D'ailleurs, même les parents peuvent s'impliquer dans la gestion des CPE puisqu'ils peuvent faire partie des conseils d'administration. Donc l'idée, c'était vraiment de donner les moyens de garder les enfants, d'éduquer les enfants et de donner des subventions aussi pour permettre un meilleur fonctionnement des familles et aussi une meilleure intégration au marché du travail des parents. Donc rentrons un petit peu plus dans les détails de cette politique familiale. Donc quel est le rôle de l'État dans cette politique-là? Essentiellement, l'État intervient par des mesures financières, d'aide financière. C'est ce qu'on appelle le soutien aux enfants. Le soutien aux enfants, c'est versée, une aide financière, une forme d'allocation versée à toutes les familles admissibles ayant un enfant à charge de moins de 18 ans et qui réside avec elles. Donc c'est un montant de base qui est donné par le gouvernement aux familles. Ça se fait pendant la déclaration d'impôt. Donc en 2018, les montants étaient les suivants. Le premier enfant, alors c'est en fonction des revenus aussi des familles, il y a comme un variable, donc c'est entre 680 et 2430 $ pour le premier enfant. Le deuxième enfant, c'est entre 630 et 1200 $. Le troisième enfant aussi, et à partir du quatrième enfant, ça augmente un petit peu.
630 à 1821 $. Et il y a un supplément pour les familles monoparentales de 340 $ ou de 850, entre 340 et 850 $. Donc c'est tout des formes de subventions que l'État donne justement aux familles pour subvenir aux besoins fondamentaux de, des enfants. Donc au-delà de la mesure du soutien aux enfants, qui est une forme de mesure universelle, il y a des aides un petit peu plus spécifiques qui sont données. On est toujours dans le registre des mesures financières. La première, c'est le supplément pour achat de fournitures scolaires. C'est une aide annuelle de 100 $ par enfant qui est donnée à la rentrée scolaire pour justement, en plus du soutien aux enfants, pour les enfants âgés de 4 à 16 ans qui rentrent à l'école, pour acheter des fournitures scolaires. Ça, c'est aussi universel, ça s'applique indépendamment du revenu familial. Et ensuite, il y a des suppléments qui sont octroyés, notamment pour les enfants handicapés. C'est comme une aide financière mensuelle de 192 $ qui a pour but, donc vous le voyez, hein, d'aider les familles à assumer la garde, le soin et l'éducation d'un enfant déficient ou handicapé. Donc avec un maximum de 2300 par année. Et il y a aussi le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels, maximum de 11 544 $ par année. Donc là, c'est dans des cas de handicap un peu plus lourds et qui nécessitent toutes sortes de soins ou d'équipements au sein de la famille. Donc là, c'est une aide plus spécifique. Alors, il y a encore d'autres aspects de cette politique familiale prise en charge par l'État, donc d'autres formes de subventions ou de services. Les crédits d'impôt remboursables pour les frais de garde, donc là, c'est une manière de rembourser dans le cas de garderies dont subventionner justement les frais de garde, et donc ça se calcule au moment de la déclaration d'impôt. Les frais d'adoption aussi peuvent être pris en charge par le gouvernement. Les traitements d'infertilité l'ont été pendant quelques années. Ça ne l'est plus, ça risque de le redevenir, ça l'est dans certains cas. Et puis, il y a aussi un financement de services donc, qui est aussi assez important. Et là, notamment, tout le service de garderie. Donc, les centres de la petite enfance, ce qu'on appelle aussi les garderies subventionnées ou les garderies en milieu familial. Tout ça, c'est une enveloppe d'à peu près d'un peu plus de 2 milliards de dollars qui est versée annuellement pour justement financer ces services jugés essentiels de garderie. La politique familiale québécoise prévoit aussi une certaine forme toute une série de réglementations et de législations qui permettent de faciliter la conciliation travail-famille et donc de permettre l'intégration sur le marché du travail des différents membres de la famille. Donc les services de garde à contribution réduite, hein, donc les CPE, gérés par le ministère de la Famille, rentrent dans cette catégorie-là, puisque justement l'idée c'est de décharger la famille de la nécessité, au moins pendant certaines heures durant la journée, de la nécessité de garder les jeunes enfants pour permettre aux parents d'aller travailler. Donc c'est un des objectifs des centres de la petite enfance. Le deuxième élément majeur, c'est ce qu'on appelle les congés parentaux. Là, c'est plutôt géré par la Commission des normes du travail, donc c'est notre administration. Alors, il y a toute une série de types de congés parentaux au Québec je vous propose un petit survol un peu rapide, c'est un peu technique, mais juste pour les comprendre. Le premier congé, c'est les congés pour examen liés à la grossesse. Donc ça s'applique à la mère enceinte qui peut prendre des congés de son travail pour aller passer des examens. L'employeur ne peut pas l'empêcher de faire ça. Alors c'est sans salaire, mais c'est une possibilité de ne pas se présenter au travail sans en subir des pénalités de la part de l'employeur pour justement les suivis médicaux. Ensuite, le congé de maternité. Le congé de maternité, c'est un congé qui est de 18 semaines continues, qui est donné à la mère, donc pendant sa période de maternité. Donc c'est sans salaire, mais
c'est sans perte d'avantage de la part de l'employeur. Et puis, si la personne peut se prévaloir de ça, elle peut tomber sous le régime québécois de l'assurance parentale. Et dans ce cas-là, elle peut être financée, ces 18 semaines peuvent être financées à 70% du revenu, donc avant d'accoucher, ou ça peut être 15 semaines à 75%, donc là c'est la personne qui choisit. Donc il y a un, la possibilité de ne plus aller à son emploi sans perte d'avantages, par exemple l'ancienneté, tout ça. Mais il y a aussi un financement possible qui peut être payé, pris en charge directement par le gouvernement. Le conjoint a aussi droit à un congé pour naissance ou adoption, donc 5 jours que l'employeur doit lui donner sans le payer, mais qui doit être possible d'obtenir pour ne pas se présenter au travail les 5 jours entourant la naissance. Ensuite, il y a le congé paternité. Congé de paternité, c'est 5 semaines continues, sans salaire aussi de la part de l'employeur, mais bon, sans perte d'avantage. Et la personne peut être admissible, encore une fois, comme pour le congé maternité, au régime québécois d'assurance parentale pour 5 semaines payées à 70% du revenu ou 3 semaines à 75%. Là, c'est le gouvernement qui prend en charge le salaire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le congé parental. Donc là, c'est pas lié nécessairement à l'homme ou à la femme, au père ou à la mère. Il peut être pris par les deux, justement, et c'est 52 semaines continues. Alors ça peut être partageable, c'est-à-dire que il peut y avoir, ça peut être partagé, les deux parents peuvent le prendre en même temps, 6 mois chacun, 52 semaines, ça fait une année, ou alors 3 mois, 9 mois, en tout cas, ça se répartit où la mère peut le prendre en entier, en général, la mère le prend, c'est la mère qui le prend en entier. Donc, c'est un an de congé. Alors, il y a 32 semaines qui sont prises en charge, encore une fois, donc sans salaire de la part de l'employeur, mais prises en charge par le gouvernement, toujours la même affaire. Le régime québécois de l'assurance parentale va payer 32 semaines avec un certain montant, donc les 7 premières semaines à 70%, plus les 25 semaines qui suivent à 55%, ou alors d'être payé 25 semaines à 75%. Donc, il y a tout un régime possible. Et ensuite, dernier élément, les congés pour obligation parentale. L'employeur doit donner 10 jours par année de congés, alors sans salaire bien évidemment, aux parents pour toutes sortes de nécessités, et donc sans pénalité. Donc là, les enfants sont malades, ne peuvent pas aller à l'école, les parents doivent rester à la maison pour les garder. Bon, ils vont appeler l'employeur et dire ben, je ne peux pas rentrer aujourd'hui pour obligation familiale. Ça peut arriver 10 fois dans l'année. Donc tout ça, c'est une législation entourant justement, essayant d'amener une certaine souplesse, une certaine flexibilité à l'égard du marché du travail pour permettre justement aux parents de prendre soin le plus possible de leurs enfants, et notamment en bas âge. Donc on vient de voir un peu les incitatifs mis de l'avant par le gouvernement, ou les cadres un peu législatifs ou d'assistance pour les parents qui ont des jeunes enfants. Mais il y a toujours cette question de cette conciliation travail-famille, c'est jamais très évident. On le voit actuellement d'ailleurs avec la période de confinement puis le télétravail, hein, comment faire pour travailler de la maison avec quand on a des jeunes enfants, hein, c'est un peu l'image que vous voyez. Comment faire donc pour adapter le monde du travail aux exigences de la famille? Alors c'est possible, oui, mais comment le faire? Donc il y a toute une réflexion d'ailleurs qui va être menée actuellement avec cette question de télétravail. Comment concilier travail et famille. Donc il y a des mesures, il y a des incitatifs financiers, mais au-delà, ça peut même être pensé dans le cadre de l'organisation du travail et des horaires et toutes ces choses-là. Donc c'est un chantier qui se développe encore. Donc au-delà de l'État et du marché, il y a aussi le monde communautaire, hein, les organismes communautaires qui peuvent contribuer, il y en a beaucoup d'ailleurs, qui contribuent à cette politique familiale au Québec, notamment en donnant des services de base, des services de proximité qui vont aider
les familles, les jeunes familles avec différents types de besoins et notamment ou les mères ou les jeunes mamans. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On voit bon, une méthode communautaire, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment une approche de proximité, une approche systémique, globale, pour la valorisation et le développement des compétences parentales. Donc, on va essayer de permettre aux parents d'être de bons parents, justement par toutes sortes de groupes de réflexion, d'entraide, d'appui aux jeunes familles. Donc cet apprentissage de la parentalité se fait de toutes sortes de manières. Et puis l'idée, c'est vraiment axé sur la vie quotidienne. Donc c'est vraiment des groupes locaux là, qui vont intervenir auprès des familles pour les aider dans les tâches de tous les jours. Et puis même dans les cas de besoin ou d'assistance. Donc c'est le troisième élément, la gestion des crises. Hein, c'est-à-dire qu'en cas de rupture conjugale, en cas de problème, de conflits liés à la garde des enfants, de mortalité dans la famille, de perte d'emploi, de recomposition familiale, de problèmes justement d'accès à des banques alimentaires, toutes les aides que peuvent avoir les familles. Bon, il y a tout ce réseau de groupes communautaires qui peuvent intervenir donc dans le quotidien, mais aussi dans le cas des crises. Et l'idée aussi, c'est justement de briser, ça c'est un problème de nos sociétés très individualistes et très qui peut conduire à des isolements. Les groupes communautaires sont là pour justement briser cet isolement et faciliter la création d'un réseau social qui permet de soutenir les familles, et notamment les familles migrantes, notamment les familles monoparentales ou les familles à faible revenu, celles qui sont le plus à risque dans le fond dans la société ou qui ont des besoins les plus importants. Donc les groupes communautaires viennent en aide à toutes ces situations-là. Donc je vous ai mis aussi en tant que ressource un certain nombre justement de groupes communautaires qui agissent dans ce domaine-là. Donc les groupes communautaires n'ont pas juste un rôle de soutien et d'appui aux familles, ils peuvent aussi jouer un rôle de pouvoir vis-à-vis du gouvernement en faisant du plaidoyer auprès du gouvernement pour les amener à adopter de nouvelles politiques ou à bonifier leur aide financière ou à agir justement pour... c'est comme un relais entre les besoins des familles et puis les lieux de pouvoir que sont le gouvernement, l'État. Donc contribuer aux grandes orientations de la politique familiale, animer le réseau, consulter les groupes pour savoir véritablement quels sont les besoins. Et puis de temps en temps, ils mettent en place ce qu'on appelle des états généraux sur la famille, où tous les groupes se rassemblent pour justement faire un état des lieux. Les derniers ont eu lieu en 2005-2006 et ils ont permis justement par une démarche à partir d'enquêtes exploratoires, de forums régionaux qui permettaient aux groupes de se rencontrer, puis une rencontre nationale avec une déclaration finalement de produire à partir des groupes de base de la société, dans le fond, un énoncé des besoins généraux de la société québécoise en termes d'appui à la politique familiale. Donc c'est le dernier élément qu'on a comme ça, c'est les éléments de la plateforme pour une politique familiale globale adoptée en 2006 par l'ensemble de cette démarche des groupes communautaires, mais on voit en fait, on voit émerger donc une voie différente de celle du gouvernement. C'est plus par la base, par le bas, dans le fond, par les familles elles-mêmes. Donc, c'est tout pour le contenu du cours. J'aimerais juste vous donner aussi, avant de complètement conclure, vous donner quelques conseils pour la dissertation. Le dernier travail qui va vous rester à faire, la dernière évaluation, c'est la dissertation finale. Donc, je vais vous donner trois questions, trois sujets, vous en choisirez une et vous me rédigerez une dissertation. Je vous enverrai un courriel à cet effet pour clarifier un peu la démarche, mais juste pour vous donner quelques conseils, un petit enseignement pratique. Donc la recette pour bien réussir sa dissertation en 6 points hein, quand vous recevez votre sujet. Lire, réfléchir, ébaucher, construire, rédiger, relire. Donc la première étape, c'est bien lire la question posée. Un des pièges, c'est de se précipiter à vouloir tout de suite répondre, puis finalement de mal lire et de faire un hors-sujet, ce qui est le pire qui puisse vous arriver pour une dissertation. Donc prenez le temps de bien lire la question. Première étape. Deuxième étape, bien réfléchir au sens de la question qui est posée. Prenez le temps de la réflexion.
lâchez votre crayon, là, puis réfléchissez 5 minutes à, ok, qu'est-ce que ça signifie, quels sont les concepts importants, commencez à sortir un peu des idées, des exemples, et commencez à noter un peu toutes ces idées, tous ces exemples, hein, comme un brainstorm là, sur une feuille, pour justement voir un peu tout ce qui sort de votre tête à la lecture de cette question-là. Ensuite, vous commencez à faire une ébauche, c'est-à-dire que toutes les idées que vous avez sorties, vous commencez à les organiser, vous essayez de tranquillement établir un plan logique, une structure logique argumentative qui va permettre de bien répondre à la question de manière avec une belle progression logique. Ensuite, quatrième étape, vous commencez à construire concrètement votre plan. Donc là, il faut vraiment sortir de là avec un plan clair, avec une introduction bien structurée, un développement avec des étapes, de l'argumentation et une conclusion. Dans l'introduction avec une question, sujet amené, sujet posé, sujet divisé, et puis tout bien structuré. Donc ces quatre premières étapes, là, lire, réfléchir, ébaucher, construire, ça doit vous prendre une bonne heure. Sur un 3 heures de dissertation, la première heure devrait être faite à noter tous ces éléments-là. Ensuite, vous partez dans la rédaction. Donc là, vous écrivez ce que vous avez, vous détaillez le plan, dans le fond, que vous aviez écrit. Donc là, vous pouvez prendre bonne heure et demie pour écrire votre travail. Pensez toujours à avoir une belle progression argumentative. Il faut qu'il y ait un fil conducteur. Il ne faut pas qu'on perde le fil de l'argumentation. Donc en introduction, vous posez une question claire à laquelle vous allez répondre au fur et à mesure de votre développement. Et en conclusion, vous apportez une réponse claire à cette question clairement posée en introduction et qui est le résultat de tout le raisonnement qui a été mené au cours du développement. Et à la fin, essayez de prendre quand même une bonne quinzaine, vingtaine de minutes pour relire votre travail et corriger les fautes pour que ce soit finalement tout bien ficelé. Et dernier élément, donc le schéma là, qui permet de comprendre un peu la structure, comment va être construite votre dissertation. Donc le schéma du double entonnoir, introduction, développement, conclusion. En introduction, donc vous allez du plus large et vous amenez le lecteur vers votre argumentation. Donc vous réduisez le champ d'approche. Il doit y avoir 4 éléments qu'on doit retrouver dans votre introduction, le thème et le contexte, la définition des concepts utilisés, la question, la dissertation, donc ça c'est la question que je vais vous donner, que vous choisirez, et l'annonce du plan de développement, c'est-à-dire chacune des idées. Donc chaque étape de l'argumentation du développement, c'est une idée suivie d'un exemple, une illustration, idée 1, idée 2, idée 3, donc vous le voyez, et ensuite en conclusion, 3 éléments doivent se retrouver, un résumé des étapes de l'argumentation, c'est un petit peu l'annonce de plan inversé, une réponse claire à la question de dissertation, donc la question c'est une phrase interrogative, en introduction, en conclusion c'est une phrase affirmative qui est une réponse claire à la question posée, et troisième élément, l'élargissement, donc c'est là où on réélargit l'entonnoir, vous relancez vous relancez la réflexion sur un autre aspect de la question qui a été posée. Donc essayez de structurer votre travail sous cette forme-là. Euh, Clarifiez bien la distinction entre introduction dans la forme, là, sauter une ligne entre l'introduction, le développement et la conclusion. À l'intérieur du développement, allez à la ligne, faites un paragraphe pour chacune des idées. Et puis, bon, la dissertation, c'est 2 à 3 pages, entre 800 et 1200 mots à peu près, que vous pourrez faire. Vous recevrez un courriel à cet effet, vous la ferez par ordinateur et vous me la remettrez sur Léa. Voilà, merci beaucoup, et puis eh ben, bonne chance pour la fin de la session.